Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être invité à Paris par Baptiste Bénézé, cofondateur de la société Team Bakri. C'est ça. Voilà, dont la promesse est d'aider les managers à s'organiser, à mieux communiquer, à atteindre leurs objectifs. On va y revenir. Je n'ai pas inventé ça tout seul. C'est écrit quelque part. Doit être écrit quelque part. Je te confirme. Tu es aussi podcasteur. Oui. Tu as un podcast qui s'appelle Learning by Doing. Exactement. Tu m'as reçu, je te reçois et c'est hyper chouette. C'était il y a quelques semaines. Voilà, c'est ça. Et donc Learning by Doing, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui font l'apprentissage le moteur de leur vie. Et on y reviendra si on a le temps. On va voir un petit peu les choses. De toute façon, je mettrai le lien évidemment de ton podcast aussi super. dans le descriptif de cet épisode. En tout cas, merci Baptiste d'avoir accepté cette invitation. Et comment tu vas ? Je vais très bien. Et 2, merci de m'accueillir pour ce match retour. Ce match retour, On ne sait pas dans quel ordre ils vont être diffusés ces épisodes, mais on verra. On est sur la deuxième manche. Et donc du coup, vous n'avez pas le choix. Il faudra écouter les 2 épisodes pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a des easter eggs d'un épisode à l'autre. Donc il faut vraiment écouter les 2. Bon, alors pour commencer, j'aimerais bien revenir un peu sur toi, ton parcours, ce que tu as fait, et jusqu'à Team Bakri. Et on va en parler à Team Bakri après. Ok. Alors, on a combien de temps ? Parce que là, ça peut durer très très longtemps. Ah, t'as 5-6 minutes pour raconter tout ça. Donc moi, je m'appelle Baptiste Bénézé. J'ai bientôt 43 ans. Je suis marié. J'ai 3 fils. Ouais. Je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière, je pense, il y a une petite vingtaine d'années. T'es ingénieur en quoi ? En électricité. D'accord. Je crois que c'est ça. Hein. Non, électronique. Ouais. Ah, ça me parle. Ouais. Voilà. En fait, j'ai étudié à, 200 mètres, 500 mètres de là où tu habites, parce que c'était à Rennes aussi. Ah, t'étais... ok. Voilà. J'étais à Supélec. Ah oui. Et c'est, honnêtement, de ma maison, c'est à 300 mètres. Ah voilà. Tu vois. J'étais au pied de cette tour hertzienne que tu dois voir de ton balcon. Je te confirme. Donc, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière plutôt dans des start-up ou des boîtes produits. J'avais plutôt un job, alors pas forcément technique, mais plutôt côté product manager. Alors à l'époque, c'était plutôt chef de projet. Plus. J'ai travaillé sur un des premiers produits connectés, objets connectés grand public qui s'appelait la Live Radio pour les plus anciens, qui était un poste de radio mais Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on allait chercher du contenu audio. Waouh, innovation de fou. Déjà à l'époque il y avait des podcasts dessus, donc ça ne nous rajeunit pas. Ensuite j'ai rejoint une société qui s'appelle Faber Novel. Oui. J'ai monté la BU qui est devenue filiale puis qui a été réintégrée, qui s'appelait Applidium par Faber Novel, qui faisait de la conception du développement d'applications mobiles. En fait, je suis venu à ça parce que on avait fait cette plateforme d'écoute
de radio en ligne. Et en fait, on avait lancé ce produit, l'iPhone est sorti 1 ou 2 ans après. Et en fait, nous, on a pris ce virage-là et ça a été un tremplin, une vraie accélération. On était parmi les premiers à faire des applications. Donc, j'ai fait ça. Appidium, ça a duré 7 ou 8 ans pour moi. Une boîte qui est montée de 3 personnes quand je suis parti. Donc, moi, j'étais DG de cette structure. On était plus de 60. D'accord. On a la chance de travailler pour des grosses boîtes comme la RATP, Canal+, faire des produits utilisés par des millions de personnes chaque jour. Donc, c'était assez cool parce qu'on était quand même une petite équipe ingénieurs, designers. Et effectivement, alors au bout de 7 ou 8 ans, il y a 2 trucs qui se sont passés. Un, effectivement, j'en avais... la société de service, c'est chouette, mais c'est un peu dur sur le long terme. C'est-à-dire que chaque année, tu repars un peu de zéro, il faut recruter, il faut trouver les projets. Donc ça, c'était le premier point. Et puis moi aussi, j'avais envie de... L'environnement de l'application mobile commençait un petit peu à s'essouffler. On sortait un peu, on arrivait un peu sur ce plateau. Alors, je ne dirais pas qu'on est toujours sur un plateau. Il y a des innovations qui sont arrivées depuis, mais ouais, on sentait que dans les projets, ça ronronnait un peu plus. Mais effectivement, alors moi, je suis devenu manager en le faisant. J'ai jamais été vraiment formé à la base. Par contre, j'ai vécu des moments un peu spécifiques dans la croissance de l'entreprise. Il y a un moment où mes associés historiques étaient directrices d'opération, directeurs techniques sont partis, donc j'ai fait monter l'équipe en dessous, en râteau sous moi. On s'est tous formés à ce moment-là. On s'est rendu compte qu'en fait, dans les formations, on va dire classiques, académiques, il y avait des trucs bien qui étaient le contenu, il y avait des trucs moins bien qui étaient un peu les modalités de formation. C'est-à-dire pourquoi on sortait les managers de la prod pour les former. Après, ça leur faisait... Il y avait beaucoup de responsabilités sur leurs épaules de repasser ces messages. Ils ne savaient pas forcément les bons outils. On se rendait compte qu'en fait, le corpus était hyper intéressant. Le fait de parler des émotions, le fait de se fixer des objectifs, d'apprendre à gérer son temps, ça, c'était super intéressant. Par contre, dans la manière dont c'était diffusé, ça ne nous semblait pas hyper efficace. Et c'est là qu'est née la prémisse un peu de ce qui est devenu Team Bakery, que j'ai monté avec un associé, parce qu'on est 2 chez Team Bakery, Arnaud, que je salue si jamais il écoute cet épisode. Arnaud, il était à l'école avec moi. Il a travaillé chez Faber-Noël aussi à un moment donné. Il était DAF de Faber-Noël. C'est un vrai couteau suisse et je dis pas ça parce qu'il habite à Zurich, mais il est DAF, mais aussi développeur. Donc, il habite pas, vous n'êtes pas tous les deux à Paris. Non, on est complètement en remote et on s'est rejoint, je pense, à l'été 2017. On a partagé un bon repas. En général, ça se passe autour d'un bon repas en disant tiens, on a envie de monter un truc pour aider les équipes à mieux travailler ensemble. C'est pour ça que j'ai un peu levé les yeux sur le pitch que tu as fait, qui est tout à fait juste, mais qui est peut-être pas la dernière version qu'on a créée, qui est de dire en fait, nous, notre métier, c'est juste faire en sorte que les équipes travaillent mieux ensemble. Donc forcément, quand tu dis ça, tu parles des managers, tu parles aussi surtout, et c'était un peu les premières populations sur lesquelles on s'est focalisé, c'est les managers opérationnels, qui sont un peu entre l'enclume, entre le marteau et l'enclume, qui sont au fond de la mine, quoi. Au fond de la mine, qui sont souvent au four et au moulin. Et voilà, la bakery, ça vient aussi de là. Qui sont un peu bombardés d'injonctions. Alors, heureusement, elles ne sont pas toutes paradoxales, mais tu en as quand même pas mal. Tu as devenez plus agile, mais n'oubliez pas de m'envoyer le reporting. Enfin, voilà, tu as des trucs comme ça qui se passent. En général, quand je raconte ça, les gens sourient parce qu'ils voient exactement... Tu visualises ce que tu as pu vivre. On voit tous ce qu'on a pu vivre à un moment ou un autre. Et effectivement, la première idée de Team Bakery, c'était donc de l'apprentissage par la pratique, d'où le podcast Learning by Doing, et de dire on va créer des outils pour aider les managers à passer à l'action après les formations ou à la place des formations, en se disant que en fait, le cadre de travail de l'équipe, ça ne doit pas être de leur seule responsabilité. On peut responsabiliser l'entièreté des membres d'une équipe sur son bon fonctionnement. Donc, on a créé plusieurs produits. Les 2 produits un peu sur étagère que nous, on fait aujourd'hui chez Team Bakery, c'est qu'on crée des box à partager, donc qui sont des coffrets physiques livrés sur le bureau du manager pour créer une discussion en équipe, soit sur un sujet ce qu'on va appeler des routines opérationnelles, fixation d'objectifs, gestion de notre temps, les règles de délégation dans notre équipe. En gros, l'idée, c'est qu'on sort d'un bon moment ensemble. Il y a toujours un snack à partager dans ces box. Ça se veut être un truc convivial.
Je pourrais écrire une thèse sur le management par la nourriture, mais il y a un truc assez central là-dessus. C'est toi qui les prépare les box le soir Non, on a Jocelyne qui est dans notre petite fabrique qui est à Saint-Sulpice-les-Feuilles, plein milieu de la France, qui fait ça très bien, qui est une ancienne couturière et qui est très forte. Donc en plus, c'est du Made in France, c'est bien. Ouais, qui est hyper réactive là-dessus. Non, j'ai perdu le fil. Donc, routine opérationnelle. L'idée, c'est de sortir de cette demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure ensemble avec un plan d'attaque, des responsabilités et des dates. Et d'autres types de box qui sont plutôt liés à ce qu'on met dans la catégorie soft skills, donc plutôt comportement à travailler autour du feedback, de la gestion des émotions, de comment on parle de la motivation, qui sont plutôt là pour créer des prises de conscience en équipe, plus que pour avoir vraiment un plan d'action juste derrière. Mais l'idée, c'est de partager effectivement des recettes pratiques pour passer à l'action sur ces sujets sans attendre qu'il y ait un problème dans l'équipe. Et du coup, quels besoins vous comblez? Parce que tu vois, je vais sur Google, je tape formation manager, je vais trouver des dizaines de pages et des centaines d'organismes de formation qui proposent des choses. Quelque part, quelle lacune de formation non couverte par peut-être les organismes de formation traditionnels sur laquelle vous allez-vous? La stat sur laquelle nous on s'est appuyé, je pense qu'on a écouté plus de 500 managers quand on s'est lancé. T'en as moins d'un sur 10 qui nous ont dit réussir à passer à l'action après avoir été formé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vois ce gap dont je te parlais tout à l'heure de dire en fait je suis manager, on m'envoie en formation, c'est-à-dire qu'on me sort de mon quotidien. Si on visualise juste ça, on me sort de mon quotidien. C'est-à-dire que la journée où je vais aller en formation, je ne vais pas être au boulot. Ça veut dire que quand je vais revenir, je vais me prendre un paquet de trucs à traiter. Donc déjà, il y a ce premier point-là. Il y a effectivement la qualité de la formation. Je ne vais pas trop en parler parce que je pense qu'il y a pareil. Il y a tout forcément. Voilà, il y a un scope assez large là-dessus. Même dans le cas où c'est intéressant, c'est pertinent, j'ai des outils, c'est à moi derrière de digérer. Alors, dans le meilleur des cas, on me donne un petit classeur avec des fiches pratiques. Mais c'est à moi d'analyser ça, de prendre de créer l'occasion dans mon équipe. Ça demande énormément à la fois de courage, mais aussi de détermination, de dire en fait, là je reviens, je suis sous l'eau, il faut en plus que j'arrive à tourner du temps là-dessus. Nous, on a créé ce format de box justement pour faciliter ce temps d'échange-là. De dire, en fait, on va juste passer. Premier point, c'est on va juste se voir pour passer un bon moment ensemble. C'est l'occasion de se voir pour creuser ce sujet-là. Le temps d'un petit déjeuner en équipe, le temps d'un déjeuner en équipe, le temps d'un moment un peu spécifique dans le mois, par exemple, ou après une réunion d'équipe, on prend un peu de temps ensemble pour creuser ce sujet. Et nous, ce qu'on a, je pense, réussi à faire, il faudrait interviewer nos clients, mais ils m'ont plutôt dit, c'est, en fait, ce qui est cool, c'est que tout est prêt. J'ai plus qu'à découvrir ça avec mon équipe. On passe un bon moment ensemble, ça resserre les liens, on se parle de... En fait, le premier retour qu'on a eu, et celui qu'on a le plus encore aujourd'hui, c'est merci de nous permettre de passer du temps ensemble sur ces sujets qui sont tellement importants, sur lesquels on passe jamais de temps. Ok. C'est un peu ça le sujet qu'on a traité avec les box. Après, l'autre dispositif que nous, on a créé et depuis le Covid, alors, on a été un peu accéléré depuis le Covid sur ce sujet-là. C'est marrant parce qu'on vient du numérique, on a créé ce produit physique parce qu'on se disait, en fait, il faut que les gens lâchent leur ordi et qu'ils se parlent et qu'ils se voient. Au moment du Covid, tu ne pouvais plus envoyer de box parce que les gens n'étaient plus au bureau. On a créé une communauté de managers en inter-entreprise qui s'appelle le Club Team Bakery, qui, en gros, si tu veux, la meilleure métaphore que je peux te donner là-dessus, c'est un peu la salle de sport des managers. La formation management, c'est top, mais c'est souvent très exceptionnel. Alors, dans le meilleur des cas, c'est un moment clé. Tu prends ton poste de manager, tu passes d'un job à un autre. Oui. La réalité, c'est que c'est jamais totalement calé avec t'as jamais la bonne formation au bon moment. On s'est dit, non, mais en fait, le management, c'est un travail de fond, quoi. C'est un travail d'endurance. Faut qu'on arrive à être au soutien de ces managers tout le temps. Et donc, on a créé le club. Le club, c'est deux choses. C'est une base de ressources qui sont en gros les versions numériques qu'il y avait dans nos box, si je fais très court. Donc, des guides pratiques, des ateliers à faire avec son équipe, des petites activités, des petits goodies sympas pour parler d'un sujet sans forcément que ce soit une grande réunion, une grande messe descendante. Et c'est surtout des rendez-vous. Et on a un webinaire privé chaque mois entre managers, une thématique à chaque mois. Qui est animée par toi ou ton associé ? Qui est animée par moi. Okay. Qui est animée par moi, ouais. Des fois, on a des invités extérieurs qui viennent, mais la majorité, c'est moi qui les invite. 45 minutes. Et le défi en 45 minutes, c'est partage d'expérience, 2-3 messages clés et présentation d'une ressource du club pour passer à l'action sur ce sujet. Et ce sont des managers qui sont de la même entreprise ou qui peuvent être des entreprises différentes ? Les deux, mon capitaine. En fait, ce qui est assez intéressant dans la plateforme qu'on utilise pour le club, c'est qu'on est capable de créer des parois amovibles. C'est-à-dire qu'il y a
un tronc commun, en tout cas, ou un calendrier éditorial commun, qui est le calendrier éditorial Tim Bakery. En gros, on a les grands temps forts du manager dans l'année. Donc, au début de l'année, c'est plutôt fixation des objectifs. Mi-année, plutôt le feedback. Fin d'année, la people review. Et puis, on glisse des choses sur la gestion du temps, sur l'organisation des réunions, sur comment créer un cadre en hybride avec son équipe. On a une vingtaine de thèmes, mais chaque année, en fait, on fait 11 webinaires, qui sont les webinaires Tim Bakery. On en fait 11 parce qu'en août, en général, t'as pas envie. Non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est qu'il n'y a pas grand monde. C'est personne qui a envie. Il n'y a pas grand monde qui est là. Donc ça, c'est le tronc commun. Et après, nos clients, principalement les clients grands comptes, ont la possibilité de customiser en fait ce programme. Et dire, en fait, pour moi, je vais prendre, je sais pas, sur tes 11, Baptiste, sur tes 11, je vais en prendre, je te dis une bêtise, 8. Et puis, il y en a 3. Je veux que ce soit les rendez-vous. Par exemple, nous, on travaille pour Renault. Les rendez-vous Club Tim Bakery at Renault, dans lequel on fait intervenir des gens de Renault. On travaille avec eux sur le contenu de ces webinaires et c'est dédié que aux managers de Renault qui ont rejoint le club. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, selon quel webinaire c'est, ils vont être soit entre eux, soit avec d'autres managers. Et il y a un effet que nous, on n'avait pas senti là-dessus. Le fait d'être avec d'autres managers, en fait, ça les responsabilise aussi. C'est de dire, en fait, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des problèmes. En fait, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. On a tous les mêmes sujets à gérer. Quand on parle d'un sujet de gestion de temps, quand on parle d'un sujet des règles de délégation dans notre équipe, quand on parle de règles de comment je fais pour bien gérer correctement le télétravail, garder le rythme, garder la motivation des gens. En fait, c'est des sujets qui peuvent être complètement cross BU et cross entreprise aussi. Ok. J'ai regardé un peu, il y a 24 box, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur votre site web. Ouais, je pense qu'on doit être pas loin de ça. Ouais. Et il y a une qui s'appelle la prévention box. Ouais. C'est quoi exactement et quel sujet vous touchez sur la prévention box, c'est une émanation d'un projet qu'on a fait avec Enedis. Ils sont venus nous chercher, c'était tout au début, ça, c'était hyper intéressant. Je crois qu'on a fait un appel à candidature ou un concours startup chez eux. Je suis arrivé avec la box management. Ils nous ont dit c'est top ta box. Par contre, nous, on ne veut pas parler au manager, on veut parler au chef d'équipe et au directeur d'agence ou au responsable prévention santé sécurité dans nos agences parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a notre taux d'accidentologie qui ne baisse plus. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas des accidents graves. Par contre, c'est ce qu'eux appelaient la bobologie. Donc, c'est des petits accidents. Donc, on parle du risque de chute, on parle des TMS, on parle des violences, agressions client, par exemple. On avait fait 5 box là-dessus. Je pourrais te les donner après. Mais globalement, tout ce qui génère des interruptions de temps de travail et qui, à la longue, en fait, ça pénalise tout le monde, quoi. Oui. Bien entendu, il y a les victimes, mais il y a le reste de l'équipe qui doit se restaffer un peu la volée. Donc, en fait, on a travaillé avec eux un premier programme de 6 box. Je vais les faire de tête, je vais en oublier, je pense. Le risque plein pied, le risque routier, avec le trajet domicile-travail notamment. Les TMS, donc tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, violence, agression client. Le risque lié à la manutention, donc aux gens qui travaillent dans des ateliers, donc moins face à du public, mais plutôt le fait de mettre des gants, de mettre un casque, d'utiliser le bon outil pour faire la bonne opération. Et une quatrième box qui était plus autour de la qualité de vie au travail, donc notamment tout ce qui est lié à l'activité physique, à la nutrition, ces sujets-là, qui effectivement c'est pas un risque en tant que tel, mais c'est plutôt des facteurs aggravants, notamment la fatigue, le stress, qui sont très très liés à ces différents sujets, qui ont été identifiés comme des facteurs aggravants là-dessus. Donc c'est une émanation, le Prévention Box, c'est une émanation de ce qu'on a fait avec Enedis, et un programme qu'on a étendu depuis à des environnements plus industriels, par exemple, avec du port de charge, avec du déplacement sur site industriel, avec du travail en hauteur, par exemple. Et ça, vous l'avez rendu plus large à tout le monde, en fait. Ouais, plus large à tout le monde. Et l'objectif, si tu veux, là-dessus, on est moins sur un manager cadre qui parle du fonctionnement de son équipe, on va dire une équipe de bureau tertiaire, mais plus sur un responsable d'atelier ou un responsable d'agence qui a besoin de faire un briefing sécurité, mais qui sait très bien que s'il fait un truc dans une salle ou en salle conférence en mode descendant, une plénière avec des slides, les gens vont pas du tout accrocher. Donc là, la pédagogie qui est derrière ça, c'est
prise de conscience du sujet, on passe les messages clés et derrière on passe à l'action. C'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble. Il y a une petite activité, elle dépend vraiment, tu vois, sur violence-agression, ça va être des jeux de rôle. Sur le risque de chute, on étudie un petit peu les parcours classiques qu'on a sur le site. On dit, tiens, à quel moment il peut y avoir une situation critique ou une baisse d'attention là-dessus, et on essaye de trouver l'action prioritaire sur le mois qui vient. Donc c'est hyper court dans le temps pour améliorer ces choses-là. Et voilà. Et donc ça reste une box parce qu'on utilise les mêmes mécaniques derrière pour fédérer les gens, pour ancrer les choses. Voilà, il y a des choses qui restent dans l'espace de travail. Ils repartent avec des badges, ils repartent avec une sorte d'élément d'un totem à compléter, qui se met sur les tableaux blancs de management. Voilà. Toute l'expérience est pensée pour faciliter la prise en main et que le truc dure le plus longtemps possible, au-delà de la réunion qu'ils vont avoir ensemble. Ok. Moi, je suis RH. C'est pas des box que j'achète comme un site e-commerce. Je prends 2 box de ça, 3 box de ça. Tu peux. Où est-ce que vous avez, vous, du conseil? Ouais, nous, on amène. Alors, du conseil, je sais pas. On amène effectivement de l'accompagnement. Que ce soit à notre client, donc la personne qui achète, pour trouver la bonne box. Je pourrais t'en parler aussi, on est de plus en plus amené à faire des box complètement sur mesure, que tu n'as peut-être pas vu sur le site parce que... Je suis pas étonné, c'est logique. Parce qu'on a trouvé une sorte de marché, alors je ne sais pas si c'est un marché de niche, mais on outille de plus en plus des chantiers de transfo. C'est-à-dire qu'on arrive derrière une boîte de conseils, souvent c'est conseils en strat, qui a fondu une nouvelle stratégie, des éléments de langage, des slides. Souvent, le keynote du dirigeant est très, très poliché. Mais derrière, il n'y a pas trop d'outils pour que les équipes sur le terrain prennent les choses en main. Et tu vois, sur ce mode-là, on a aidé le groupe Bouygues Construction. On a aidé à parler des valeurs et que chacun des 32 000 collaborateurs de Bouygues dans le monde soit confronté aux valeurs et surtout ait une discussion avec son équipe en disant comment on ajuste notre mode de travail, donc concrètement les tâches qu'on va faire au quotidien, à la lueur de ces valeurs. Qu'est-ce qu'on arrête parce que c'est complètement en antagonisme? Qu'est-ce qu'on continue parce que oui, ça fait vraiment le ciment de l'équipe. C'est pas un mauvais jeu de mots avec Bouygues, mais globalement ça fait ça nous fédère. Et qu'est-ce qu'on pourrait initier pour se rapprocher de ces valeurs dans lesquelles on se retrouve? Donc ça, je t'ai donné un exemple là-dessus. J'ai perdu le démarrage de ta question. Oui, on fait de l'accompagnement, forcément, avec les clients quand il y a de la conception spécifique là-dessus ou quand faut l'aider à orchestrer son déploiement derrière et orchestrer aussi le suivi. Parce que quand tu déploies des box, tu as aussi besoin d'avoir du feedback derrière et de mesurer des choses. Oui, je vais venir sur ça. Donc il y a du pulse survey en interne, il y a des enquêtes un peu plus quali. Et il y a aussi de l'accompagnement, plutôt du public managérial ou des relais locaux. Tu vois, on travaille beaucoup, nous, avec des systèmes d'ambassadeurs internes. Oui. Sur la prévention, c'est assez évident parce qu'il y a déjà des circuits de préventeurs ou de relais prévention locale dans pas mal d'organisations. Sur des sujets management, on vient s'inscrire dans des programmes préexistants de leadership, de responsables transverses sur de l'accompagnement de projet, des choses comme ça. Mais il y a une vraie science là-dessus et on a beaucoup travaillé aussi sur les bons ingrédients à mettre dans un déploiement learning ou transfo, quoi. Tu pourrais les citer ou pas? Oui, je peux. Les 3-4 tips indispensables. Ouais, on a créé un framework qu'on a appelé TEAM, TEAM. Les quatre grandes thématiques, c'est donc le T pour target, à qui on s'adresse. Ouais. On va pas refaire le même épisode que tout à l'heure avec toi, mais c'est qui sont nos personas, surtout quels sont les points de douleur qu'on a identifiés, qui vont être un peu les clés d'entrée sur lesquelles on va essayer d'avoir leur attention, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont très occupés et il faut quand même qu'on arrive à les sensibiliser là-dessus. Le E, c'est pour émotion. Et alors ça, c'est un peu notre secret sauce. On sait que l'émotion, c'est, je pense, le truc qu'on utilise le moins en organisation pour créer de l'adhésion, et c'est un des trucs les plus efficaces. Donc, tu as deux façons, tu as deux types d'émotions. Les émotions négatives, donc là, tu vas appuyer fort là où ça fait mal. Globalement, si je te dis que j'ai la solution pour que tu arrêtes de passer tes journées en marathon de Teams, tu vas m'écouter normalement. Tu dis, ouais, en fait, il a tapé juste, j'en peux plus d'être 9h, 19h, j'ai pas le temps de manger, c'est infernal. Soit tu vas essayer de créer des émotions positives. Et en fait, la box, c'est un peu ça. Tu ramènes, si je schématise, une pochette surprise dans l'organisation, un cadeau pour l'équipe. Et donc, naturellement, nous, on l'a vu dès le début, c'est Mathilde Lecause qui la première chez Mazar à dire « Ah ouais, ça a l'air bien vos trucs, on va tester ». Donc, on testait avec une boîte à chaussures avec des trucs dedans. Donc, c'était vraiment du proto V0. Et en fait, chez Mazar, les salles de réu, c'est des salles vitrées. Tu sais, c'est des
tous les auditeurs et consultants qui passaient, ils étaient collés à la ligne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça a l'air trop drôle. Et en fait, effectivement, c'est ce genre de choses-là qu'on va chercher. Donc, eux, pour émotion, que ce soit on appuie là où ça fait mal ou on va ramener un truc un peu hors circuit. On n'a jamais fait comme ça. Tu vois, ils vont s'en souvenir du coup. On le retrouve, on essaie de trouver un truc pour que ce soit mémorable. Le A, c'est pour l'actionnabilité, le fait que ce soit actionnable et de faciliter au maximum le passage à l'action. Donc tout ce sujet de comment on nivelle les choses pour que, par exemple, si tu veux faire utiliser un nouvel outil à tes équipes, va falloir que tu leur montres comment ils peuvent bosser de la même manière avec le même outil. Donc tu vas essayer de calquer les méthodologies de travail qu'ils ont déjà dans le nouvel outil pour qu'ils ne soient pas perdus. A contrario, si tu veux leur faire mettre en place une nouvelle méthode de travail ou d'avoir de nouveaux réflexes, je sais pas, pour organiser leurs points individuels avec leurs collègues, tu vas essayer de le faire avec des outils qui sont déjà l'habitude d'utiliser. Donc, je sais pas, si tu utilises Notion, il faut que tu aies le template dans Notion. Si tu utilises Google Doc, je fais un truc très très simple pour expliquer. Mais faut vraiment qu'à chaque fois que tu pousses un message, tu aies le bon outil dans le bon format pour qu'il n'y ait pas d'excuses pour pas l'utiliser, si je veux schématiser. Et donc le M de team, le dernier axe qui est important quand on parle déploiement, c'est le mouvement. En fait, quel mouvement en interne tu veux créer? Donc ça revient sur les questions de qui sont mes sponsors, qui j'embarque avec moi, c'est quoi le premier niveau à embarquer, comment je mets en place des boucles de feedback pour que j'ai des témoignages de pairs, enfin de managers pairs qui ont mis en place des choses, qui ont vu un bénéfice direct. Tu remets dans la boucle de communication, comme ça, ceux qui sont un peu plus résistants ou un peu plus neutres, tu peux leur dire, regarde, ton collègue qui a le même job que toi, mais dans un autre pays, ou alors qui est même dans la même BU que toi, il a réussi à l'utiliser, puis ça lui simplifie ses journées. Ça serait quand même cool d'essayer, quoi. Donc voilà, Team TEAM. C'est vraiment, on a même fait un template, parce effectivement, lancer un programme de learning, c'est ultra compliqué si tu ne te poses pas des questions. Et nous, ça nous a aussi aidé à fixer aussi des critères de réussite, tu vois, de projection. Juste de se dire, en fait, là, on lance le projet, c'est cool, on est hyper content de travailler avec vous, mais qu'est-ce qui nous fera dire que c'est réussi à la fin? Tu vois, on est vraiment sur ce truc-là, quoi. Ouais, mais je vais revenir sur cette question d'ailleurs. Juste avant ça, je vais revenir sur le club. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple concret après, tu as le droit de citer ou pas citer tes clients, c'est toi qui, bien sûr, qui décide, mais une histoire un petit peu succès où le club a réussi à surmonter un défi managérial qu'avait telle ou telle personne ou telle société. Ouais, je peux te parler de Renault. Renault, on a commencé avec eux avec les box juste au début du Covid. Donc, on a mis le projet en pause pendant un certain temps. Et en fait, là où on a été vraiment, je pense, transformatif pour eux, c'est été 2021. Donc, pour rappel, eux, à l'époque, ils avaient passé quasiment 2 ans, enfin une bonne année et demie en full remote. C'est-à-dire que les bureaux étaient fermés. Et en fait, on les a aidés à parler du mode hybride avec leur équipe. Mais quand je dis parler, on parle de 2000 managers en France. Ouais, d'accord. Et en fait, on a créé un programme dans le club qui était dédié pour eux sur ce sujet-là. Programme de 5 ateliers de 30 minutes qui était là pour aider les managers à aborder le sujet avec leur équipe pour préparer le retour en septembre, le retour au moins partiel, parce qu'effectivement, ils étaient déjà c'était en gros 2 jours sur site, 3 jours à distance. Sous l'angle bilan de la période tous à distance. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment parce qu'on sait qu'on doit se projeter dans ce nouveau monde-là. Deuxième exercice à faire en équipe, c'est journée sur site, journée à distance. Quelles activités on priorise, comment on parle de ces sujets. Construction du planning, notamment pour faire réaliser à des gens qui soit étaient partis complètement en province, soit qui avaient des desiderata hyper précis, de dire mais en fait on doit faire équipe. Donc construisons le planning, on va se rendre compte qu'on a des trous dans la raquette, comment on peut les gérer, essayons d'anticiper correctement les choses. Donc là on était sur un truc hyper pratico-pratique. Et après on a ouvert sur des choses plus autour de la communication asynchrone, qui était un truc qui s'était développé de manière organique, mais qui n'était pas très, je ne vais pas dire régulé, mais cadré. Dire comment est-ce qu'on ouvre nos agendas, qu'est-ce qu'on met dedans, c'est quoi les réflexes, quel canal de communication
avoir pour quel type de message. Tu vois, si c'est urgent, c'est quoi le canal privilégié. Mais encore une fois, c'était à l'échelle de chaque équipe. L'idée, c'était pas d'avoir des directives groupes en disant si c'est urgent, vous faites du SMS. Non, en fait, ça, on s'en foutait. C'était vraiment que chaque équipe se prenne en main là-dessus. Et le dernier atelier était plus sur la convivialité, qui était un truc sur lequel ça avait manqué pendant 1 an et demi. Ça allait revenir, mais partiellement, parce que je sais pas si tu te souviens, en 2021, les gens sont retournés au bureau, mais c'était pas non plus la teuf, quoi. Non, c'est clair. Tout le monde avait des masques encore. Voilà, tout le monde avait des masques. On voyait que la moitié de nos collègues en même temps. Enfin, tu vois, il y a des principes de jauge et c'était assez compliqué. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, programme, je pense qu'on l'a lancé le 5 juillet. Le 30 juillet, on avait déjà 80% des managers qui s'étaient connectés. Un déploiement ultra réussi, 2 sources de réussite là-dessus, c'est on a mis les partenaires sociaux dans la boucle, c'est-à-dire qu'ils ont testé le truc hyper tôt. Et de l'autre côté, c'est de l'autre côté de l'échiquier, on avait donc sponsor qui était le learning et des gens en charge de l'expérience collaborateur au niveau du groupe, quoi. Et on a quelques directeurs de BU qui sont saisis du truc hyper vite, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'exo avec leur N-1. Et donc, en fait, le truc a ruisselé tout seul. Pour décliner, c'est plus simple. Ouais. Et donc, tu vois, 80% de personnes connectées. Sur les 80%, il y avait plus de 90% qui avaient fait au moins un atelier sur ce mois-là. Et en fait, eux, ce qu'ils ont monitoré, c'est qu'en septembre, ils avaient, donc c'était retour au bureau, et monitoré, ils avaient un outil, alors je sais plus le nom, mais très administratif. Tu sais, faut que les gens déclarent leur journée de télétravail, notamment pour le truc d'assurance, enfin, savoir qui est où. Et en gros, ça, c'est vraiment la métrique qu'ils ont suivie. Et pareil, du 1er au 30 septembre, le truc a été rempli à plein avec, nous, on avait des super retours sur ce qu'on avait mis en place. Et là, si tu veux, ce qui était intéressant, c'est que tu avais un alignement avec... En fait, ce qui est compliqué avec le management, c'est que tu n'as pas vraiment d'éléments déclencheurs globaux. C'est-à-dire que tu n'as pas un truc de dire, ouais, bon, ok, là, il faut qu'on y... Là, tu avais un élément extérieur qui était ça, le retour au bureau. Et puis, tu avais un super alignement de leadership. Et puis, je pense que ce qu'on avait conçu répondait bien à la problématique du moment là-dessus. J'ai une question pour... là, on est enfin un peu en fin d'épisode, mais je vais venir sur l'IA. Oui. Alors, je ne vais pas venir techniquement sur l'IA, ce n'est pas trop le sujet de ce podcast. Mais l'IA va impacter, ou impacte déjà, peut-être le job du manager. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez chez Team Écrit, vous dites, demain, il faut qu'on accompagne nos clients avec une XM box autour de comment l'IA, comment diffuser l'IA, comment bien l'utiliser, comment le diffuser aussi auprès de mes collaborateurs, etc. Enfin, voilà. J'ai envie de t'entendre là-dessus, tu vois. Ouais, on a déjà commencé sur le sujet, notamment avec un webinaire qu'on a créé, qu'on a conçu avec quelqu'un qui s'appelle Laetitia Lanfranchi, qui est une personne qui est ingénieure aussi, qui a monté une boîte qu'elle a revendue, qui faisait de la data, et qui depuis plus d'1 an et demi se creuse les méninges sur le sujet et accompagne des DSI, des directions métiers sur la transformation des métiers, mais aussi la transformation de la collaboration au sein des équipes sur ce sujet. Et l'enjeu, si tu veux, aujourd'hui, il y a à la fois un enjeu d'acculturation, qui est de dire, mettez tout de suite les mains dedans, parce que ça va vous servir demain. Donc, comprendre simplement le panorama technologique, qui fait quoi, comment sont construits, mais de manière très, très macro, ces technologies-là, notamment pour démystifier le truc, et dire que, on parle d'intelligence artificielle, mais en gros, il faut la guider si on veut que ce soit utile, et il faut passer beaucoup, beaucoup de temps avec elle. L'image que Laetitia a, que je trouve, nous a transmis, et que je trouve très bonne, c'est en fait ton GPT, enfin ton chat GPT, c'est comme si tu avais un collègue super fort, mais qui oublie le contexte à chaque fois, qui a zéro contexte à chaque fois. Donc en fait, il faut bien que tu travailles avec lui et il faut que tu n'hésites pas à itérer et à préciser tes demandes. Il y a un vrai sujet, il y a beaucoup de principes de délégation qu'on utilisait déjà avant, qu'on va utiliser dans la relation avec l'IA, notamment sur effectivement poser le contexte au maximum, être clair dans ses consignes, en tout cas là-dessus, et sur ce qu'on attend de la personne aussi. Et après, effectivement, nous, on regarde aussi les premiers cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est effectivement ce super assistant qui t'aide. Tu sors beaucoup plus vite de la page blanche en réalité, qui t'aide à déblayer le terrain beaucoup plus rapidement. Faire gagner du temps.
faire gagner du temps, te questionner aussi. Il y a un peu ce côté sparring partner qu'on voit beaucoup. Nous, on y croit beaucoup enfin, si ça peut aider, ce que je trouve génial, en fait, sur la révolution actuelle, c'est qu'elle passe par le langage. Et en fait, si je dois simplifier le sujet du management, c'est un sujet de communication. C'est un sujet de communication avec les gens avec qui je travaille. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux drafter des messages beaucoup plus rapidement de ton côté, sans faire appel à l'IA, mais derrière, demander à l'IA de dire, enfin, aide-moi à rendre ça compréhensible et challenge-moi par rapport à ce premier message sur ce sujet. Donc, si ça nous permet d'être encore plus clair dans nos demandes, dans nos messages, dans la vision qu'on veut porter, dans ce qu'on attend des gens autour de nous et dans les feedbacks qu'on leur fait, bah en fait, je trouve ça plutôt génial, quoi. Ok. Mais c'est vraiment, enfin, ouais, imaginons qu'on a toujours ce petit Jimmy Cricket sur notre épaule. Enfin, c'est quand même génial. C'est mi-exosquelette, enfin voilà, c'est vraiment. Enfin, je suis très très enthousiaste là-dessus. La problématique, c'est qu'effectivement, comme tous les outils numériques, ça va accentuer des barrières. Il y a ceux qui vont maîtriser, ceux qui vont pas maîtriser. Mais effectivement, voilà, c'est un sujet, en tout cas, qu'on creuse. Je pense qu'on va pas faire une box tout de suite parce que ça évolue trop vite. En revanche, une version numérique, un atelier numérique pour prendre le sujet à bras-le-corps dans son équipe, c'est des trucs sur lesquels on travaille avec Laetitia. Ça peut être un workshop pour former les gens de ton équipe. Ça peut être effectivement des réflexes à avoir quand on veut faire du prompting, un guide de prompting à destination du management, des choses sur lesquelles on est en train de bosser. Intéressant. Tu vois, il y a encore eu des annonces avant-hier. Oui. On se parle, on est le 15 mai. Le 13 mai, il y a encore eu des annonces avec effectivement une interface qui est plus que écrite, mais qui est vocale, visuelle. GPT-4 donc, je pense que ça va être super intéressant. Et ça va continuer parce que Google, je disais ce matin dans les Échos, Google veut répliquer rapidement Alors, ce qui est OpenAI. Donc, en fait, ça va être une course. Ils ont des moyens, tous ces J'allais dire, mais je suis en train de me reprendre. Est-ce que ça fait pas vétéran de dire trop ça? Mais moi, ça me rappelle beaucoup la course à l'armement qu'il y a eu sur le smartphone. Alors, tu vois, quand il y a eu un avant-après iPhone, clairement. Je sais pas si tu te souviens des téléphones qu'on avait avant l'iPhone. Le fait qu'on puisse, il y a eu la révolution de l'iPhone et la deuxième révolution qui a été juste derrière, c'est l'App Store. Le fait que n'importe quel développeur dans le monde puisse distribuer du software, enfin, je claque des doigts, mais hyper rapidement. Et là, je trouve ça génial. Et tu retrouves un peu cette logique d'App Store avec les GPTs, qui sont en gros des robots mis à disposition dans ChatGPT. On parle beaucoup de ChatGPT, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus. Ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, on va faire des bons. Le fait que ce truc-là soit ouvert, on va faire des bons beaucoup plus rapidement. Non, c'est passionnant. Le temps tourne. J'avais une petite question sur le podcast rapidement. Learning by Doing. Pourquoi t'as créé ce podcast et puis une deuxième question donc c'est pas terrible, mais c'est qui l'invité qui t'a vraiment marqué sur Learning by Doing? Ah, la question vache, je vais faire des déçus. Learning by Doing, en fait, je l'ai créé. C'est assez marrant, je l'ai créé. T'as une minute pour expliquer le contexte. Ouais, bien sûr. Ça fait 2 ans en fait, donc on doit être au 100e épisode. Ouais, d'accord, ok. En fait, je l'ai créé pour 2 besoins. C'est un, quand tu as une petite boîte, tu as besoin de te faire connaître et de communiquer. 2, j'en avais marre d'aller prendre des cafés ou faire des déj et que, tu vois, il leur sorte rien. Bon, après, ça, c'est un peu mon cerveau ingénieur. Je veux pas, tu vois, mon temps est cher et je suis un peu feignant. Je me dis, tiens, au lieu d'aller prendre un café avec quelqu'un que je connais pas, est-ce que je l'inviterais pas à parler dans un micro pour qu'il m'explique? Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était hyper intéressant. Et puis, je voulais partager un peu je sais pas, il y a un petit côté reporter dans ce que je fais dans Learning by Doing. Moi, je viens pas du Serail RH, et même du Serail Learning. Il y a 6 ans, tu vois, j'avais déjà fait des formations, mais formations management, j'en avais jamais fait. Je me dis, mais en fait, c'est un bon moyen d'apprendre et c'est un moyen d'apprendre en faisant, ce qui est cool, parce qu'il y a un petit truc Inception là-dedans, mais se dire, allons voir tout cet écosystème Learning, RH, Future of Work et essayons de poser les bonnes questions pour extraire un peu les grandes tendances, les grands mouvements. C'est l'époque où on a vécu le Covid aussi, donc tu vois, le fait d'être à distance, moi j'ai enregistré
Maintenant, je le fais un peu moins, mais je l'enregistrais beaucoup à distance. À l'époque, ouais. Okay. C'était hyper simple à déclencher. L'épisode qui m'a le plus marqué. Un invité, une invitée, tu te dis waouh. Je sais pas, il y en a plein. Attends, je prends mon téléphone 2 secondes parce que je les oublie, mais c'est vrai que je sais pas. Tu vois quelqu'un qui t'a marqué au point où tu te dis je le réinviterais bien sur mon podcast. En fait, si. Moi, il y en a un qui m'a marqué parce que je suis allé le chercher un peu avec les dents. Il vient pas du tout du domaine du learning. Il vient pas du tout du monde de l'entreprise même. Ah wow. C'est quelqu'un, son nom c'est Patagraph, c'est quelqu'un qui est un réalisateur en stop motion. Okay. Donc tu vois les petits trucs genre Wallace et Gromit là en pâte à modeler. Et en fait, alors peut-être que ça va te parler ça, c'est le mec qui a notamment réalisé le clip d'Orelsan qui s'appelle La Quête. Je sais pas si tu vois ce truc là en pâte à modeler. Donc en fait c'est hyper collé avec la DA du morceau. Je crois que le clip, il doit être à 20 millions de vues sur YouTube. Et en fait, ce gars-là, je l'ai rencontré. Il a des ateliers à, 10 minutes de chez moi. Une porte ouverte. J'aimais bien. Il est très dans l'univers skate en plus. Et tu vois, pendant le Covid, il a fait une petite anime de 10 secondes toutes les semaines. Et c'est comme ça qu'il s'est refait connaître. Et en fait, je suis allé le voir. J'ai passé 1 heure avec lui. C'est un mec qui est hyper loquace, hyper... Et il m'a appris tellement de choses sur la gestion de projet. Tu vois, moi, je suis arrivé en me disant, mais j'avais toujours ce truc-là que je ne comprenais pas, c'était de dire comment tu arrives à sortir un film. Parce que tu confrontes deux mondes. Tu confrontes un monde hyper technique, qui est celui de la réalisation. Ça coûte cher, ça prend du temps. Tu as un financement qui est défini au départ, tu peux pas sortir. Et en même temps, tu bosses avec des gens hyper créatifs, qui ont un imaginaire de ouf. T'as des accidents sur un tournage qui créent vraiment des trucs qui rendent ultra bien. Il y en a qui partent en live. Et comment t'arrives à conjuguer ces 2 trucs-là. Et en fait, lui m'a dit, je vais juste te retranscrire ce truc-là parce que ça m'a trop marqué. Il m'a dit, mais en fait, si t'es artiste et que tu veux sortir des trucs, faut pas tomber amoureux de tes idées. C'est-à-dire, c'est OK si en fait ton idée de film, elle est déconstruite 5 fois. Et il m'a expliqué les différentes étapes. Donc, tu as l'idée, tu as quand tu crées le scénar, tu as quand il est scripté format storyboard, tu as le jour du tournage, tu as le montage, tu as le sound design, tu as l'étalonnage derrière. Et en fait, à chacune de ces étapes, tu peux réécrire complètement ton projet. Alors, à la fin, pas complètement, mais il me dit, regarde, un même plan, il m'a fait des démos, un même plan, selon la musique que je vais mettre derrière, le sens va pas être le même. Et oui. Et en fait, ça, je trouve ça super utile pour un fonctionnement d'entreprise où de l'incertitude, il y en a tout le temps. Il y en a de plus en plus, je pense. On ne travaille plus comme dans les années 90 où, tu vois, il y a quand même beaucoup de principes de management sur lesquels pas mal d'entreprises sont encore fondées, qui sont vraiment hérités d'une ère industrielle où on visait de l'optimisation de process, des choses. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune industrie qui est épargnée par l'incertitude, parce que vont être les métiers demain, on a parlé de recrutement tout à l'heure, qui on va recruter, quelles seront les compétences attendues. Et en fait, ce principe-là, et au-delà de ça, tout l'épisode est vraiment génial, je ne sais pas si tu voudras le lire dans le... Si, je mettrai le lien, t'inquiète. Ça m'a... moi, j'ai trouvé ça génial, et je cherche vraiment à aussi avoir des épisodes où on va interviewer des gens qui ne sont pas du sérail corporate, quoi. Ok, très clair. Pour terminer l'épisode, est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 personnes que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast ? Tu cherches qui ? Tu veux qui ? Moi, je veux des gens qui ont des choses à raconter, qui ont des partis pris. Ouais. Idéalement des femmes. C'est toujours plus compliqué d'interviewer des femmes. Tu pourrais interviewer Laetitia Lanfranchi sur l'IA parce qu'elle elle est trop forte. Je la connais pas, mais tu mettrais en relation. Ouais, je te mettrai en relation. Qui je peux te proposer que j'ai eu ou pas d'ailleurs sur le podcast. Ouais, peu importe. T'as une thématique que t'as envie de creuser ? Non. Du moment que ça intéresse les gens qui nous écoutent, c'est ça qui m'importe, moi. Il y a Lucie Dorn aussi sur l'IA parce que c'est une ingénieure pédagogue qui est assez cool et qui fonctionne là-dessus. Attends, je cherche 2 secondes. On fera un petit cut. On fera un petit cut dans le. Non, on coupe rien, nous. Moi, je coupe rien sur le podcast. Donc, Tu coupes rien ? Non. Bon, là, je dis aux gens que je suis en train de chercher juste dans ma liste. Voilà, vous pouvez faire un café. Partez pas tout de suite, quand même. Il reste 1 minute. Ouais. Attends, je regarde. Tac, tac, tac. Il y a le sujet santé mentale qui est aussi un gros sujet.
Là-dessus, je pourrais te conseiller Julia de Thiel, qui est vraiment bien. En RH, DRH, qui fait plein de trucs bien. Vas-y. Et qui, moi, m'a bien impressionné. Il y a Maria Brisa Olivares de Hawkin. Hawkin, qui est une licorne française, qui est sur un sujet medtech. Ouais. Et Maria Brisa, elle a un parcours de ouf. Tu vois, elle était chez Disney, chez Twitter avant. Et j'ai trouvé l'échange vraiment génial. Voilà, pas mal, un bon casting déjà. Bon, et pareil, si on veut te contacter. Ah si, attends, il y a juste sur le sujet. C'est n'importe quoi cette fin d'épisode. Ouais, c'est pas grave. Mais sur le sujet culture, engagement, il y a Cécilia Scalvini, qui travaille chez Petit Bateau, avec qui nous on travaille, et elle est partie pris assez fort. Je pense qu'elle a des trucs super intéressants. Ah bah c'est chouette, plein d'invités. Voilà. Donc déjà j'en manque pas, mais alors là j'en ai vraiment pas en plus. C'est cool. Dis, hein. Ah, mais c'est top. Si on veut te contacter? Ouais, je pense que le plus simple, c'est LinkedIn. Sinon, c'est Baptiste@teambakery. Alors, TEAMBAKERY.com. Je pense que c'est le plus simple. J'ai des lunettes claires sur LinkedIn. Vous trouvez vite. Merci Baptiste. Merci à toi Florent. Merci de ton temps et puis à bientôt sur On n'a jamais fait comme ça. À bientôt. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!